Aujourd'hui, on va traiter effectivement du sujet de l'immobilier logistique. Alors, il y a plusieurs points. C'est de faire un point et un bilan déjà sur ce qui s'est déroulé en point marché en 2020. Traiter également du décret tertiaire. C'est un point qui est essentiel puisqu'aujourd'hui, on le sait, l'environnement est un enjeu majeur pour tout le monde, les entreprises, mais aussi à titre individuel, je pense. Et on parlera avec Hervé également de la partie éclairage, parce que je pense qu'il y a pas mal de points abordés sur les économies à réaliser à travers l'éclairage. Donc voilà, donc je vais donner la parole à Laurent, déjà savoir sur le point marché 2020, savoir quels sont à ton avis les faits marquants sur 2020. Merci Laurent, bonjour à tous. Juste pour préciser que Systenza est une filiale de OL et que Hervé fait partie des équipes d'ingénierie de OL, qui maintenant s'appelle Systenza sur cette partie-là depuis une dizaine d'années. Donc on a filialisé la partie ingénierie et énergie. D'accord. Voilà. Donc l'actif logistique, c'est le seul l'actif immobilier qui résiste. Les bureaux sont des marchés qui sont à moins 50, moins 60. La logistique, l'année dernière, c'est 2 400 000 m² loués ou construits versus 3,3 millions en 2019. Mais le fait marquant, ce qui explique cette chute de 25%, c'est surtout le report dû au confinement, le report des autorisations des grands projets logistiques. À titre d'exemple, Amazon, l'année dernière, en 2019, c'était 15% du marché. En 2020, il n'y a pratiquement pas d'Amazon. Donc ne serait-ce qu'Amazon, c'est moins 450 000 m². Et donc on a divisé par deux la construction de grands bâtiments logistiques en France, du fait du report administratif lié au confinement, de la difficulté de trouver des terrains de grande taille. Donc voilà. Mais sinon, le marché, il a une très forte dynamique. Par exemple, le marché lyonnais, c'est plus de 70%, c'est record historique. Le marché francilien, c'est plus 8%. Le marché marseillais est également positif, plus 20%. Donc on est sur des marchés qui sont plutôt très dynamiques à Paris, Lyon, Marseille. Des taux de vacances, donc les bâtiments disponibles, 4-5%, très bas. Et des loyers qui augmentent progressivement sur Paris, Lyon, Marseille. D'accord. Et justement, Laurent, tu parlais du maillage. Alors, une évolution au niveau de différentes villes, mais au-delà de ces grandes villes, est-ce que ça a évolué également sur d'autres villes en France ? Oui, alors il y a toujours un marché orléanais qui est très très dynamique, avec un report de grands projets logistiques qui sont difficiles à développer en Ile-de-France et qui se déploient sur le centre Val-de-Loire. Donc ça, c'est un marché qui se développe. Le marché, par contre, des Hauts-de-France est en recul très fort. Trop d'offres. Le marché des Hauts-de-France, c'est 11% de disponibilité. Et puis, beaucoup de production, beaucoup de projets de 100 000 m² dans un marché qui était déjà suroffreur. Donc un marché lillois qui à mon avis est un petit peu trop spéculatif, donc qui est en recul. Mais chaque ville moyenne a plutôt des projets, a plutôt une activité relativement forte. Donc la logistique a un niveau de demande élevé sur l'ensemble du territoire, sauf les Hauts-de-France. D'accord. Et quand tu parlais du loyer tout à l'heure, c'est-à-dire que il n'y a pas eu d'impact, il y a eu un impact, comment ça s'est... Non, les loyers augmentent, les loyers en Ile-de-France, alors le loyer il est très hétérogène, il faut le lire avec quelques spécialistes parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais le loyer facial couramment admis à Paris est entre 53 et 55 euros. Donc il est revenu à son niveau de 2006. C'est pas non plus, il est revenu à son niveau de 2006, donc c'est pas non plus une explosion, mais il a progressé. Il a progressé à Paris, à Lyon, à Marseille. Sur les villes moyennes, il est autour de 42-43 euros, hors taxe, hors charge. Après, il faut lire entre les lignes, mais c'est à peu près ça le loyer marché des bâtiments existants. D'accord, très bien. Alors, il y a un autre sujet, il y a un autre point, il y en a peut-être d'autres aussi à exprimer. C'est, on a vu que le Covid a modifié de facto les usages, non pas par volonté, mais c'était par obligation. Donc, est-ce qu'il y a eu un impact sur la partie e-commerce? Comment ça se traduit également au regard des nouveaux usages liés à cette situation du Covid? Alors, il y a les pure players e-commerce. Et finalement, quand Amazon et ses discounts font pas grand-chose, il se passe pas grand-chose parce que les autres acteurs font des, même si on a fait un immeuble de près de 80 000 mètres pour venteunique.com, donc il y a quelques acteurs, Miliboo, des gens comme ça, des pure players qui font qu'il y a eu peut-être 4-5 opérations de pure players, donc ça reste assez limité. En revanche, les prestataires logistiques
qui représentent plus de 50% des opérations, ont tous, ont tous une dimension e-commerce, omnicanal dans les projets. Donc oui, évidemment, il y a une forte dimension du e-commerce. Il faut savoir que nous, on a un ratio, je ne sais pas s'il est juste, mais on a un ratio qui dit que pour faire la même chose que dans le traditionnel en e-commerce, il faut 3 fois plus de mètres carrés d'entrepôt. D'accord. Si c'est une réalité, c'est vrai que ça donne une dynamique forte au marché. Après, on peut mettre des mezzanines, on peut faire de la mécanisation. Et d'ailleurs, je pense qu'un des gros points d'attention, c'est est-ce que les immeubles sont capables de muter pour accueillir des process ? Parce qu'il y a des problématiques de dalle, il y a des problématiques de sprinkler. Est-ce qu'ils sont capables d'accueillir des mezzanines? C'est souvent un sujet aujourd'hui, énormément de projets avec de la mezzanine, puisque plus de préparation de commandes, moins de racks. Et donc, est-ce que les immeubles sont capables de faire ça, d'accueillir de la mezzanine? Ça pose 2-3 problématiques et c'est là que nos équipes techniques interviennent pour checker qu'effectivement c'est possible et comment faire pour que ce soit possible. Donc les tendances, elles sont sur l'immeuble lui-même, et puis il y a une dynamique de marché parce que plus de besoins de surface, et si on ne les traite pas en hauteur, ben, on s'étale. Donc il y a une vraie tendance. En tout cas, ceux qui drivent le marché aujourd'hui sont les prestataires quand même, les prestataires logistiques, et notamment ID Logistique représente pratiquement 10% du marché en 2020. Il était déjà leader en 2019. Le second, ça doit être XPO. Mais ID est clairement la société qui prend le plus de bâtiments sur le marché. D'accord. Tout territoire confondu. Donc voilà, les prestataires sont plus présents. Moins de très gros projets XXL en clé en main parce qu'il y a moins de terrain et il y a eu un report des autorisations administratives. Et puis, vous l'avez vu, il y a des questions sur les moratoires de création de nouveaux bâtiments. Il y a une acceptabilité moins forte des populations quand on parle de faire un grand bâtiment logistique. Donc, il y a des problématiques qui font que les gens sont allés vers les prestataires et les prestataires ont pris beaucoup de bâtiments. D'accord. Et ça va être intéressant de faire un point également sur, justement, tu disais, la législation et l'autorisation des communes. Peut-être faire un petit focus sur ce point. Quelles infos vous avez, vous, sur le sujet, par rapport à ce qui est possible de faire ou pas, et la tendance en France par rapport aux faiseurs? Alors, il y a les communes, il y a des PLU, il y a des choses comme ça. Il y a la commune et puis il y a l'État. La grosse question du moment, c'est ce moratoire sur les entrepôts e-commerce. Est-ce qu'effectivement, il va y avoir à un moment donné un moratoire sur la création d'entrepôts ou voire une limitation très claire, c'est pas du tout impossible, hein, voire de soumettre les entrepôts e-commerce à des autorisations commerciales. C'est déjà compliqué de faire un immeuble, hein. Aujourd'hui c'est très long, c'est compliqué. Et donc il va y avoir, je pense qu'aujourd'hui le vrai sujet c'est de se dire est-ce que j'étudie une solution qui est sécurisée avec les permis, les autorisations, ou est-ce que je pars un peu à l'aventure avec des sujets qui ne le sont pas, et je pense qu'il va y avoir une appréciation meilleure des sujets qui sont bien sécurisés avec des autorisations, parce que ça va être très compliqué à obtenir. Il y a aussi beaucoup de recours, hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a beaucoup de recours des citoyens dès que vous arrivez dans un secteur pour poser un bâtiment un peu grand ou avec une dimension e-commerce, il y a beaucoup de recours. Donc il faut être attentif à ces sujets et il faut essayer de mesurer ce risque de développement qui peut être assez complexe. D'accord, ça nous permet effectivement de faire la transition justement, parce qu'on parle de moratoire, d'autorisation, et justement il y a le décret tertiaire qui va rentrer effectivement en vigueur. Le sujet qui est entré en vigueur, qui est entré en vigueur, pardon, et qui est très important et essentiel. Donc aujourd'hui, qu'en est-il? Quelles sont les obligations pour, encore une fois, les entreprises par rapport à ce décret tertiaire? Alors, donc, point de précision, moi je ne suis pas un spécialiste du décret tertiaire. On a donc chez nous Benoît Duboitaine qui a participé à l'Agora Live du 21 exactement. Et on peut vous transmettre un document de synthèse de tout ce qu'il faut savoir en Vademecum, un petit peu de ce décret tertiaire aux uns et aux autres. Donc je vais le survoler parce que je n'ai pas les compétences suffisantes pour aller en profondeur dans le sujet. Mais bien sûr, on est à votre disposition là-dessus. Benoît ne pouvait pas participer ce matin. Les risques en fait, et les nouvelles obligations, il y a plusieurs risques. Il y a un risque environnemental, en tout cas il y a une préoccupation environnementale, c'est ce décret tertiaire. Il y a un risque, et j'en parle rapidement avant de passer au décret tertiaire, il y a un risque de requalification fiscale des entrepôts
que les gens commencent à connaître, mais qui prend des proportions très importantes. Donc c'est quoi? C'est qu'un entrepôt, c'est un immeuble commercial, et sa qualification peut être remise en cause par l'administration fiscale, compte tenu des immobilisations, notamment des process qui sont à l'intérieur, et le faire basculer dans un régime industriel. Je vous donne un exemple. Nous, on a fait un immeuble de 40 000 m² pour un de nos clients. La taxe foncière est passée de 5 € à 20 € le mètre carré du fait de cette requalification. Donc, moi, j'invite les uns et les autres, quand vous regardez un immeuble, à faire une estimation des deux situations pour bien mesurer si vous êtes requalifié, quel impact pour vous en termes, parce que ça peut vraiment, ça peut représenter la moitié du loyer, quoi. Et donc, un point de vigilance là-dessus. Amazon d'ailleurs vient d'être condamné là-dessus, je crois la semaine dernière, et doit payer un arriéré de fiscalité sur un de ces entrepôts. Donc il y a le risque fiscal. Je le balaye. Le décret tertiaire, qu'est-ce que c'est? Le décret tertiaire, c'est un décret tertiaire, mais donc qui concerne les immeubles au sens large. Donc pas les immeubles industriels, pas les sites de production, je le dis tout de suite parce que ça va. Le décret tertiaire, donc ça concerne tous les entrepôts de plus de 1000 m², et ça dit les choses très simplement, il faut réduire de 40% l'émission de CO2 en 2030. Donc on a 10 ans pour réduire de 40% les consommations des entrepôts. Et le sujet, c'est qu'en fait, il va falloir s'en saisir dès 2021, puisque dès 2021, il va falloir faire figurer sur une plateforme qui s'appelle Opérate les consommations de ces immeubles. Et on a jusqu'à 2030 pour atteindre cet objectif. Donc on peut le faire en 2029, il n'y a pas non plus une situation, mais il y a bien un objectif de baisse de 40% des consommations, et c'est les consommations sur facture. Donc la première chose à faire, c'est de dire, est-ce que je suis en état d'avoir bien les factures de consommation, gaz, électricité, toutes mes consommations de mes bâtiments. Donc ça, c'est le point qui est le point de départ, c'est d'être capable de faire ça, parce que si vous n'avez pas de point de référence, vous allez tomber dans ce qu'on appelle des valeurs absolues, et les valeurs absolues, elles ne sont pas encore fixées. On ne sait pas quelle va être la valeur absolue, la valeur de référence que va fixer le décret. Elle est en train d'être discutée par l'État. Donc, mais elle sera sans doute très ambitieuse. Voilà. Donc le décret tertiaire, c'est un décret qui dit qu'il faut baisser de 40% ses consommations en 10 ans, quel que soit le bâtiment. Ensuite, il y a plein de critères d'appréciation. Et puis, il y a surtout une subtilité, c'est qu'on peut prendre une année de référence qui est entre 2010 et 2020. D'accord. Et donc, si vous avez fait des travaux d'éclairage, de remise en norme ou de chaudière en 2019, il faut essayer de trouver une année de référence antérieure. Et donc, il faut pouvoir trouver toutes les factures. Et il faut pouvoir prouver que cette année de référence est la bonne, antérieure aux travaux, parce que c'est cette année de référence qui sera le point de départ et qui en 2030 sera le point de comparaison de cette baisse de 40%. Si vous n'avez pas les factures, ou si vous prenez un nouveau bâtiment, alors c'est le point clé, vous prenez un nouveau bâtiment, c'est de se dire qu'est-ce qui va se passer sur ce nouveau bâtiment pour rentrer dans les cases du décret tertiaire. Et est-ce que moi, exploitant, j'ai un risque qu'on me dise « Ah bah tiens, nous on va changer la chaudière, l'éclairage surisolé, et je vous le réimpute dans les charges quelque part. » Donc c'est le point clé de ce décret, c'est comment le locataire va se retrouver face au propriétaire dans une trajectoire de mise aux normes du bâtiment dans le cadre du décret tertiaire. D'accord, ok. Si c'est bien fait, ça coûtera pas cher. Si c'est pas un peu pris en compte, vous pouvez vous retrouver avec des situations un petit peu rocambolesques. D'accord. Et quel est l'organe justement de contrôle? Tu parlais effectivement de pouvoir indiquer dans un registre, un document notamment, tous ces points-là. Opérate. Quel est l'organe de contrôle, et est-ce que derrière il y aura des pénalités? Comment tout ça va se mettre en œuvre? Alors aujourd'hui, la pénalité, elle est très faible puisqu'elle est de 7 500 €. Donc en 2030, donc on peut dire que c'est marginal. Après, j'imagine que tout ça, ça va bouger. Évoluer, en revanche, il y aura un registre de tous les mauvais élèves qui n'ont pas respecté ce décret tertiaire. Ah donc, oui, j'ai eu ce coup parce que j'ai vu shame, j'ai vu exactement. Ça, donc effectivement, c'est le point, c'est que on mettra les sociétés qui sont les mauvais élèves et qui n'appliquent pas le décret tertiaire. Donc je pense que tous les grands groupes auront à cœur de rentrer. Surtout que c'est, encore une fois, il y a plein de... Alors je ne vais pas entrer dans le détail, j'en suis bien incapable, mais il y a plein de façons... si les travaux sont trop importants, la loi l'a prévu, s'il y a des process
la loi l'a prévu, donc il y a des variables d'ajustement, il faut faire un dossier technique. Il faut, à mon avis, juste, alors c'est un sujet en plus, mais il faut juste se saisir du sujet, ne pas le déléguer au propriétaire si vous êtes locataire, et se saisir du sujet et savoir cet immeuble, il est dans une trajectoire pour atteindre ce 40%, où il se situe dans la trajectoire. Je pense qu'on peut résumer à peu près les choses de cette manière. Et peut-être pour finir, peut-être pour faire la transition avec Hervé, un entrepôt, c'est du chauffage, et ça c'est un point clé parce que c'est une grosse partie de la conso, et je pense qu'à terme, le chauffage au gaz n'existera plus, moi. Hein. C'est la tendance de fond. Que tu observes Oui, parce qu'il y aura une lecture CO2 et le chauffage au gaz. Donc il va falloir trouver autre chose, mais le chauffage au gaz, à mon avis, ça va être un vrai sujet. Et c'est de l'éclairage. Et puis après, c'est des locaux de charge et des process. Après, il y a les bâtiments froids spécifiques, mais grosso modo, quand on prend chauffage et éclairage, on a déjà une grosse partie de la consommation d'un immeuble logistique. Donc si on travaille bien ces deux sujets-là, on peut rentrer dans les moins 40%. D'accord. Donc, et c'est vrai que l'éclairage, alors je passe la parole à Hervé là-dessus, parce que c'est une dimension qui est facile à mettre en œuvre, mais qui est assez piégeuse aussi. Hein. Je pense que tu peux peut-être nous éclairer. Toi, tu es le spécialiste. Moi, je ne saurais pas en dire plus, mais voilà. Je pense que... Et puis, je vais donc passer sur le décret tertiaire. Je te passerai le Vadémécom avec... Très bien. Bon, voilà. on vous diffusera effectivement à l'ensemble des membres, justement, les éléments que Laurent, effectivement, proposera. Voilà. Hervé, justement, bonne transition par rapport aux économies d'énergie. Au niveau de l'éclairage, quels sont les enjeux et comment l'éclairage peut justement permettre d'atteindre ces objectifs de moins de 40%? D'accord. Alors, en fait, l'éclairage représente à peu près, je dirais historiquement, 30% des consommations énergétiques d'un entrepôt. D'accord. Un peu de choses près. Les nouvelles technologies permettent aujourd'hui d'agir sur ces 30%, à savoir qu'on peut... Si on prend vraiment un vieil équipement au sodium, on peut réduire jusqu'à 75% la consommation d'éclairage, énergétique pour l'éclairage. Et il ne faut pas oublier non plus, chose que font souvent les gens, c'est que l'éclairage participe à la sécurité du personnel, à son confort et donc à la productivité générale de l'établissement. D'accord, très bien. D'accord. Moi, ce sont les enjeux. Les enjeux principaux. Et aujourd'hui, quel système faut-il choisir? Parce que j'imagine qu'il y a pléthore de solutions et de proposer. Donc, quelle est la meilleure pour choisir un bon système, ça s'articule sur 3 axes. Le premier axe, c'est d'abord bien définir ses besoins. L'éclairage, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, s'adapte à la fois à la circulation dans les allées, aux horaires de travail. Vous n'aurez pas la même installation si vous êtes en poste en 3-8 ou si vous êtes simplement sur un poste avec plus ou moins de chariots. Donc chaque solution s'adapte. Après, donc, il faut choisir le bon luminaire parce que avec l'avènement du LED, on a vu une foultitude de producteurs que je qualifierais d'exotiques, hein, et qui proposent des luminaires qui ne tiennent pas la route. J'ai entendu parler, pas plus tard qu'hier, il y a un relamping qui est en train de se faire sur des dalles LED qui ont été installées il y a moins de 5 ans. D'accord. Parce que, par économie, on voulait gratter au maximum et on est parti dans l'exotique, on va dire. D'accord. Et justement, par rapport à ça, il y a des normes. Est-ce qu'il y a des normes, il y a un label, est-ce qu'il y a des choses qui ont été... Oui, il y a tout ça. Après, et là, ça fait partie des risques, justement. Je vais le rappeler après. Donc, on a parlé du luminaire et il y a aussi, je dirais, les bonnes études. Il faut faire des bonnes études. Parce que ces études, elles sont faites sur un logiciel qui s'appelle Dialux, qui est disponible à chacun. Mais pour faire cette étude, vous pouvez jouer sur des paramètres. D'accord. Donc, en gros, je peux vous raconter n'importe quoi dans une étude. Je peux présenter à mon client, vous voyez, le luminaire que je vous propose, ça correspond, tout va bien, ne vous inquiétez pas, ça va aller.
Ça ne marche pas comme ça. Hein, donc, pour un bon éclairage, des bonnes études et un bon luminaire. Voilà. D'accord. Là, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que, à titre personnel, on sait qu'on a des aides de l'État, il y a des choses qui sont mises en place. Est-ce que là, pour les entreprises, il y a des accompagnements qui Il y a vont les être... C2E, D'accord. qui peuvent représenter à peu près 10% de l'investissement. D'accord. 10% de l'investissement, il faut monter un dossier, et souvent comme c'est fait dans l'urgence, c'est pas fait. Mais effectivement, 10% de l'investissement peuvent être financés. Financé par... Ouais. D'accord, ok. Ouais. Et tout le monde est éligible par, il n'y a pas de... En tout cas, tous les entrepôts, jusqu'à présent, j'ai jamais vu personne de ne pas éligible. Ouais, donc on ne sait jamais, il y a toujours des fois des mais c'est peu utilisé, c'est assez étonnant. Ouais, c'est peu utilisé. Par manque de communication ou Oui, parce que c'est une chaîne d'acteurs, celui qui commande, celui qui fait, et c'est peu utilisé. Moi, je constate que ça l'est peu, mais effectivement, ça représente maximum 10% de l'investissement du système d'éclairage. D'accord, ok, très bien. Alors, je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter sur le sujet. Moi, j'avais une question, mais si tu as autre chose... En fait, c'est pour, je dirais, par rapport au bon choix, et donc c'est peut-être expliquer les risques. Ouais. Alors, le risque, déjà, c'est d'avoir un mauvais cahier des charges ou pas du tout de cahier des charges quand vous faites appel à une société pour procéder à un relamping ou voire même un bâtiment neuf. Parce que là, vous vous exposez à ce que je disais tout à l'heure, vous exposez un risque certain, c'est que le matériel ne sera pas adapté. Donc, il faut, pour ce cahier des charges, il faut rappeler que le secteur de l'éclairage est normé. Donc, il y a trois choses. Vous avez une norme européenne, vous avez les préconisations de l'INRS, et vous avez bien entendu le Code du travail. D'accord. Alors, dans les faits, on applique la norme, puisque la norme, elle est, je dirais, plus restrictive, enfin, plus exigeante que le Code du travail et les préconisations de l'INRS. Donc, tout ça, c'est normé. Et après, donc, quand je parlais du mauvais luminaire, c'est que ce luminaire peut éblouir, peut avoir une durée de vie très très faible, peut avoir un rendu de couleur très mauvais, alors que vous investissez dans du LED pour améliorer justement tous ces paramètres, au final vous pouvez vous faire avoir. Oui, impacter, et ça va en impacter également. Enfin, l'éblouissement, c'est le principal risque. En fait, la qualité des luminaires, alors je reprends ce que je vois moi en tant que spectateur de vos études, c'est que les luminaires bas de gamme, ils vont avoir une forte puissance et un très haut niveau d'éblouissement pour avoir la performance voulue. Oui. Et en fait, le vrai sujet, c'est le niveau d'éblouissement des collaborateurs. C'est un sujet majeur. Il y a eu des droits de retrait dans des immeubles parce que les gens étaient éblouis. Et en fait, un luminaire de qualité, c'est un luminaire qui va avoir la performance avec un niveau d'éblouissement faible. Et c'est un point clé, l'éblouissement, je pense. Je dirais que c'est un subtil mélange entre de l'optique, de l'électronique, de l'électricité et de la mécanique. D'accord. Voilà. Donc il faut trouver le bon produit. Peut-être ajouter aussi que Hervé est certifié depuis 2016 sur les études d'éco-éclairage. Donc voilà, il y a aussi dans les gens qui font ces études des gens qui ont des certifs et qui une démarche un petit peu gage de qualité dans la manière dont c'est fait. Parce que comme disait Hervé tout à l'heure, c'est que dès qu'il y a un nouveau marché, ou en plus à prendre, oui, mais c'est porteur, les acteurs se mettent sur le marché, tu as du bon et du moins bon. C'est l'électronique, donc l'électronique, tout est possible. Donc, j'ai vu, par exemple, dans le mauvais, on m'a proposé... Ah oui, ça y est, c'est bien d'avoir le mauvais aussi. Jusqu'à 11h. On m'a proposé un... Je vois qu'il est 15, on a encore 2 minutes. Non, mais pour expliquer vraiment, et là, c'est flagrant. On m'a proposé un luminaire. Alors, bien sûr, sur la fiche technique, tout allait bien. J'ai fait quelques recherches sur Internet. Ce même luminaire était commercialisé sous 7 marques différentes. D'accord. Exactement le même. Alors, non, il y en a un qui était rouge, l'autre gris, l'autre bleu. Voilà. D'accord, oui. Donc ça traduit. Ça traduit. Un peu voilà, ça traduit. Ce que vous dire, d'accord. Ok. Exactement. Bon, très bien. Je vois qu'il est 9h16. Laurent, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Non, juste en fait, ce point de l'éclairage, on a voulu un peu le mettre en avant et
et Hervé, qu'on a sorti de nos équipes techniques pour venir parler. Moi, je suis pas un communicant. Hein, mais en fait, nous, on s'y attelle depuis donc 2016, puisqu'on a une certification. C'est un point assez facile à traiter, mais assez difficile de le traiter correctement. Et dans le décret tertiaire, c'est un point vraiment à plugger parce qu'il est pas très coûteux et il va permettre pratiquement tout seul d'atteindre ces 40%. Voilà, c'est quand on donnait les volumes effectivement consommés. Oui. Donc vraiment, soyez attentifs à ces sujets. Et là aussi, il y a des indicateurs clés, on peut vous alimenter, on peut aussi vous accompagner, mais bon, on peut aussi vous alimenter. Aujourd'hui, on a des retours d'investissement. Si on prend par rapport à un équipement sodium de base, on peut avoir un retour d'investissement entre 18 et 24 mois. D'accord. Oui, donc ça c'est rapide. Oui, parce que l'avènement du LED, les prix ont eu tendance à baisser. Bien sûr. Voilà. Les volumes sont plus importants, donc forcément... Oui, aujourd'hui, ça, on peut comparer au monde de l'informatique. Bien sûr. Ouais. Les prix baissent et les performances augmentent. D'accord, très bien. Ok, mais bon. Très bien. Bon, bah, Merci, Laurent, merci.